Ça va en langue de... Bonjour à tous, Wéa, comment ça va en langue de Bourail? Bienvenue à Bourail et merci de nous rejoindre sur la première pour cette 43e édition de la foire de Bourail. Comme chaque année, la première est présente pour vous faire vivre cet événement incontournable de la brousse, rassemblement de tous les agriculteurs, éleveurs et artisans de la région pour exposer leur savoir-faire et produits du terroir aux nombreux visiteurs. C'était autrefois un lieu aussi de rassemblement et oui, Téné accueillait avant l'arrivée des Européens de nombreuses familles réparties aujourd'hui sur la commune et la région. Téné, c'était aussi le théâtre de guerre clanique. On en parle dans quelques instants avec Roli Monawa, originaire de ce lieu. Bourail, c'est une commune aux multiples couleurs. L'arrivée des Arabes et d'autres communautés en témoignent. De nombreux vestiges du passé embellissent ici et là ce village marqué par cette période sombre qu'était le bagne. Olivier Houdan, enseignant en histoire géo au collège Diat, nous livrera cette histoire. En seconde partie d'émission, nous parlerons du musée de Bourail avec Yves Rieux, qui en est le fondateur, et nous ferons connaissance avec le petit chef de Poté, Raymond Haï. Il nous parlera de sa tribu, mais pas seulement. Voilà, c'est le programme de la matinée. On se retrouve dans quelques instants.
avec le soleil. Sur mon cheval, je mets lacets. Je galope comme si. De ce lieu et Olivier Houdan, enseignant en histoire-géographie au collège Dieppe. Bonjour Oli. Bonjour Luigi. Bonjour Olivier. Et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Rolly Monawa, sur le champ de foire de Bourail, Téné accueille chaque année, et depuis 43 ans maintenant, la foire de Bourail. Bien avant l'arrivée des Européens, Téné était un lieu de rassemblement. Quelle est l'histoire kanak de ce lieu, Rolly Monawa? Alors, l'histoire kanak de la région de Téné, elle est très profonde, mais on pourra dire que c'est à deux niveaux. Il y a le niveau post-colonial et le niveau pré-colonial. Et donc, post-colonial, il y avait des guerres, les guerres tribales, hein, qui jalonnaient la vie et le parcours général, hein, ce qui était le cas ici dans la région de Téné. Donc une tribu vivait ici? Une tribu vivait ici. Téné, c'était un grand rassemblement des habitants, comment tu appelles, des Kanaks de l'époque, hein, les Kanaks, mes vieux. Hein. Et puis, toute cette partie, même jusqu'au fin fond, là-haut, c'était occupé par nos vieux. Et donc, il y avait une forte population. D'ailleurs, on peut le voir sur les flancs de montagne où les gens faisaient des cultures vivrières. On revoit encore les sillons, hein, qui permettaient de cultiver et puis de nourrir les habitants de la région. Ça, c'est la partie post-coloniale. Voilà. Avant la colonisation. Après, il y a cette partie, on va dire, quand la colonisation est arrivée, qu'on a été un petit peu bousculé dans nos endroits, dans nos lieux de vie, qui a fait qu'on a bougé de là, et puis on a bougé, et puis on a bougé, et puis on est parti, quoi. Hein. On est parti vers d'autres endroits. Mais l'histoire reste que la région de Téné, c'est la région, on va dire, et là-dessus, les coutumiers de la région de Nîmes, hein, le reconnaissent. Hein, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qu'ils vous ont orienté vers nous, dans notre tribu où l'on reste actuellement, qui est du côté du Moindou. Oui. Parce qu'ils reconnaissent très bien que la région de Bourail, c'est la région, de Téné, coutumièrement, on va dire, elle est associée au clan Monawa. Je ne veux pas dire appartient, mais elle est associée au clan Monawa. Voilà. Donc quelques lieux ici portent le nom de famille de Moindou. On a quelques lieux qui portent nos noms à nous. Hein. Oui. On a par exemple un étang qui est quelque part par là, c'est un étang. Alors c'est écrit en français sur une carte, c'est écrit en français Monawara. Oui. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire Monawara? Ça veut dire, un langage adieu par exemple, ça veut dire c'est là Monawa. C'est là. Monawara. Ça veut dire c'est là Monawa. Voilà. Donc voilà, les lieux ils sont là, il y a d'autres lieux vers le haut, là-haut. Mais je ne pourrais pas tous les citer parce que, comment tu appelles, l'histoire aussi, hein, ça c'est la partie où il n'y a pas d'écrit là-dessus, hein, ce sont nos histoires qu'on nous raconte. Voilà. Et cette tribu dépendait de quel district, Rolly? Alors cette tribu, elle dépendait du district de Nîmes. Oui. Hein, cette tribu dépendait du district de Nîmes. La tribu de Nîmes, c'est du district de Nîmes qui est composé de toute la région, des tribus de la région de Bourail, quoi. Hein. Oui. Voilà. Et il y avait un grand chef, c'est le grand chef qui est décédé maintenant, qui est sur Azareux, quoi. Azareux, Potin plutôt. Potin. Et on parlait le Hadje ici? Le Onoé. Onoé, c'est une variante de Hadje. Voilà. D'accord. Olivier Houdan, vous êtes enseignant en histoire-géographie au collège Dieppe. Est-ce que cette histoire est retransmise aux élèves de votre collège? Alors oui, depuis de très longues années maintenant, l'histoire du pays est révélée, si j'ose dire, dans les programmes d'histoire-géographie, aussi bien au primaire, au collège et au lycée. Par exemple, si je prends le niveau 5e, il y a tout un aspect sur la civilisation traditionnelle kanak. Et dans les régions où elle est enseignée, dans les collèges, là où les collèges sont implantés, on évoque en effet la civilisation kanak traditionnelle au niveau du lieu où nous sommes. Hein. Donc ici à Bourail, on a beaucoup de chance parce que les paysages portent les traces. Hein, et si j'ose reprendre la belle expression de Christophe Sand, sont tatoués, sont gravés par les traces laissées par
les cultures horticoles des anciens Kanaks. Et ces traces, elles sont où, ces traces? Ces traces, elles sont surtout dans le col des Roussettes. Oui. Hein. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a un endroit dans le col des Roussettes, Monsieur Sand pourrait mieux vous en parler que moi, où il y a jusqu'à 80 gradins successifs de la crête jusqu'au plus bas des montagnes, 80 gradins successifs de taraudières, d'anciennes taraudières. Donc le paysage ici est marqué par l'implantation humaine des Kanaks depuis très longtemps. Et il y a un certain nombre de lieux qui portent ces traces et que l'on peut aujourd'hui visualiser d'une part, ce qui n'est pas rien, et puis surtout voir exactement les traces, quoi. Donc tout ça dans un programme d'histoire-géographie, quand on fait des sorties scolaires avec les élèves, c'est un plus. Donc vous sortez avec les élèves sur ces sites historiques? Oui, il m'est arrivé, lorsqu'on a les moyens adéquats et puis le temps, de faire des sorties à la matinée ou à la journée pour découvrir ces sites. Ouais. Est-ce que cette histoire, Roli Munawa, elle est transmise aux jeunes des tribus, cette histoire de Téné? En fait, c'est chaque clan a son histoire. Oui. Moi, je transmettrai la partie de mon histoire, ce qui me concerne, ce qui concerne mon clan, je la transmettrai uniquement Au clan. à mon clan. Je la transmettrai uniquement à mon clan. Parce que, effectivement, chacun doit être détenteur de son histoire. Oui. Et donc moi, je ne peux pas recevoir l'histoire d'un autre, ou bien raconter l'histoire d'un autre. Je raconte mon histoire à moi, à mes enfants, aux enfants de mon clan. Voilà. On va revenir un peu sur la vie des gens qui vivaient ici dans cette ancienne tribu. De quoi vivaient-ils ces gens ici? De la chasse? De la cueillette, oui. De la pêche, de la chasse. Mais aussi que avant c'était aussi la guerre. Oui. C'est la guerre nos vieux ils se battaient beaucoup parce que c'était des histoires de femmes, oui. de terre. Donc oui, la vie avant elle existait mais sous une autre manière. Donc ils se battaient pour... Il y avait pas... Pardon? C'était des guerres... L'objet, c'était quoi l'objet de ces guerres Les guerres étaient plus liées c'est chacun voulait placer son hégémonie sur une partie de la terre. C'est comment tu appelles parce que la terre elle est plus riche là-bas, parce que il y a plus d'espace pour cultiver, parce qu'il faut que j'aille installer une partie de mon de mon clan un peu plus loin. Ou alors c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, des histoires de femmes où les gens... on en rigole maintenant parce que ça paraît un petit peu, mais quand on vient voler une femme dans un clan ou dans une tribu, c'est tout le clan ou la tribu qui se réunit pour aller récupérer la femme, mais c'est la guerre pour aller la récupérer dans une autre tribu. Voilà. Parlez-nous des armes qu'utilisaient ces gens. On en trouve encore aujourd'hui, ces armes? Des armes, les historiens ou bien comment tu appelles, on évoquait Christophe Sand tout à l'heure, mais on en retrouve encore ces armes, notamment, on les retrouve, hein, je veux dire que c'est pas encore perdu, des haches ostensoires, comment tu appelles, des pointes de silex, hein, de silex. Et puis d'autres choses, d'autres formes. Hein, voilà. Comment se terminaient en général ces guerres, Roli? Comment elles se terminaient, toutes ces guerres-là? Moi, je parle de l'époque. Oui. Comment tu appelles? On parlait beaucoup d'anthropophagie. Hein, on parlait beaucoup d'anthropophagie. Et donc, généralement, c'est un peu comme ça. Mais c'est aussi, quelquefois, les gens récupèrent, ça servait de monnaie d'échange. Quand on capturait des personnes, ça permettait de la monnaie d'échange qui permettait soit d'agrandir le clan, soit d'agrandir le territoire. C'est tout ça. On était sur un système à l'époque déjà qui était on va pas dire de commerce, mais voilà, ce genre d'échange. Voilà. Quel était le chemin des vieux ici avant? Le chemin, les chemins existent déjà à l'intérieur même du district. Hein. Oui. Les chemins existaient à l'intérieur du district. Les chemins existent entre chaque tribu à l'intérieur du district, existaient entre chaque tribu de district à district. Hein. Mais elles sont, comment tu appelles, elles sont créées par le fait que, au départ,
si on pourrait appeler ces sentiers ou ces liens, elles sont créées par le fait des femmes. Oui. Elles sont créées par le fait des femmes. Et Téné, la région de Téné, comme la plupart des régions d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont sorties de la région de Téné, qui sont parties dans d'autres tribus du district, mais qui sont parties aussi de l'autre côté à l'extérieur de notre district, qui a permis de nouer des liens entre les gens de la région de Téné et puis ces nouvelles familles, ces nouveaux clans qui ont été créés justement au travers de ces échanges de femmes. Voilà. Est-ce que ces liens sont gardés encore aujourd'hui? Elles sont gardées parce qu'on les retrouve dans nos quand les gens font les coutumes, tout ça, quand les vieux parlent, ils récitent les choses, on les retrouve au travers de ces... On appelle ça des aouis. Des aouis. Des aouis. Aouis, ça veut dire que les gens ils citent la généalogie, comment cette femme elle est arrivée là-bas. Donc on les cite. Donc on les retrouve encore un peu. Donc Téné, berceau des tribus de Bourail, on peut dire? On ne va pas dire ça comme ça, parce que, on va pas dire, mais elle fait partie. Parce qu'il y a aussi d'autres zones à côté de nous, à côté de Téné. On ne va pas dire berceau, on va dire elle a contribué à élargir les clans de la région ou d'autres régions. Voilà. Aujourd'hui, que représente Téné pour la communauté kanak de la région aujourd'hui? Téné, de la même manière de la région de Guaro-Deva, par exemple, hein, si vous voulez, c'est un petit peu, on va dire, c'est un sanctuaire, c'est un peu une zone qui est très respectée, dans le sens où les gens, nos vieux qui sont les responsables coutumiers du district de Ni, considèrent que c'est des endroits où, comme il y a une partie d'eux qui sortent de Téné, donc ils la respectent comme si c'était leur terre aussi. Donc c'est un lieu qui est, on ne va pas dire sacralisé, mais c'est un lieu qui est, qu'on respecte fortement. Voilà. À chaque événement, est-ce qu'on vient vous voir pour vous demander cette permission de fouler la terre de Téné? Parce que c'est une terre sacrée, on peut dire. Alors on ne nous le demande pas à chaque fois, parce qu'une fois qu'on a donné l'autorisation, elle est valable. Hein. Alors moi, pour la foire de Téné, j'ai pas eu connaissance. Par contre, pour les grandes cérémonies religieuses, il y avait l'ancien curé de Bourail, quand ils ont mis en place les journées mondiales de l'église. Hein. Oui. Ils sont venus nous trouver et donc nos vieux nous ont dit qu'il faut laisser un vieux de Bourail qui s'en occupe. Et je ne cite pas son nom parce qu'il va se retrouver dans cette parole-là. Ça veut dire que l'arrivée du représentant du pape à l'époque, quand ils sont arrivés, nous, on n'a pas. Il nous a simplement dit que nous, on va recevoir. Voilà. On a dit, c'est bon parce qu'on vous a déjà. C'est vous qui vous en occupez à notre place là-bas, Téné. Donc je ne citerai pas son nom parce qu'il va se reconnaître. Merci en tout cas. Et ça, on le respecte. Oui, c'est ça. Il faut. Merci beaucoup, Roli Monawa, d'avoir raconté cette histoire. Et merci à votre clan de vous avoir permis de venir ici nous raconter cette histoire. Merci. Je rappelle que vous êtes originaire de ce lieu. Merci de nous avoir raconté cette histoire et bon week-end. Quant à nous, on va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite. Une journée pour aller à la rencontre des siens et retrouver ses racines. La mosquée de Nessadiou témoigne de l'arrivée il y a 150 ans des 2000 déportés arabes en Nouvelle-Calédonie. Construit en 1996 par le Calédonien Pierrick Peraldi, le centre islamique compte 3 salles de prière. Une cinquantaine d'Arabes vient ici quotidiennement. Tous les Arabes qui sont arrivés ici, au début, ils étaient tous musulmans. Hein. Donc certains ont, par choix ou certains par obligation, ont quitté l'islam. Et pour ceux qui sont restés principalement sur la région de Bourail, Nessadiou Bogen, on a quand même gardé cette... au départ, c'était plutôt un islam identitaire et qui est venu au fur et à mesure un islam de conscience. Comme le veut la tradition arabe, l'attraction du jour, c'est bel et bien la Fantasia, un spectacle d'art équestre qui reproduit une charge de cavalerie et qui se perpétue au Maghreb depuis le XVIe siècle. L'occasion pour l'incontournable calife de porter sa plus belle djellaba. Pour nous, c'est important pour la mémoire, pour rappeler aux jeunes qu'ici, on est depuis longtemps, pour rappeler aussi
à la population en général, mais aux Kanaks, on n'a pas besoin de le rappeler parce que ça fait longtemps qu'ils le savent, puisqu'ils nous ont reconnus comme des victimes de l'histoire. Parce que nos parents ne sont pas venus ici de leur propre chef pour travailler. Ils sont venus ici pour être des esclaves. Considérés comme des colons par les Kanaks, les Arabes de Nouvelle-Calédonie ont su au fil du temps se faire accepter. 150 ans plus tard, sur les terres de Nessadiou, une coutume est partagée. C'est de la reconnaissance. On avait été considérés par les Arabes de cette région comme ils le sont à un moment avec nos vieux. À Bourail, la communauté métisse arabe s'est bien enracinée et continue de prospérer. Debout avec le soleil, sur mon cheval je mets lacets. Je galope comme si j'avais des ailes. Tous les taureaux ont peur de mon lasso. Ah oui vraiment je suis un costaud. Quand je me barre à la pêche, c'est comme un bon coup de fête. Surtout je n'oublie pas les topettes. Sur les cailloux, ou bien même dans la boue. Je m'en fous, je mets la scène n'importe où. I am a sweet car little boy. De retour à Téné, c'est notre histoire s'intéresse aujourd'hui à Bourail, commune du Lézard et du Cowboy. Olivier Houdan, vous êtes enseignant au collège Diette, professeur en histoire-géographie à Bourail. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Bourail au 19e siècle était le principal centre pénitentiaire agricole du pays. En juin 1867, une commission est désignée par le gouverneur Guillain pour explorer les terrains environnant le petit port de Bourail. Elle a pour mission de vérifier si un essai de colonisation pénale est envisageable et elle se rend sur place à bord de la goélette, la Fine, qui jette l'ancre à l'embouchure de l'Anéra. Qui étaient les premiers transportés, Olivier Houdan? Pardon, Qui étaient les premiers transportés ici à Bourail? Les premiers transportés à Bourail, c'était surtout des bâtisseurs, des constructeurs, parce que tout était à faire. Il fallait construire d'une part les bâtiments qui allaient accueillir les premiers contingents des troupes militaires, et puis ensuite commencer à prévoir l'installation des transportés, des condamnés qui allaient s'installer sur Bourail. Donc dans les tout premiers convois de bateaux qui arrivent à la nouvelle, comme on dit à l'époque, donc à partir de 1864, eh bien, on a des charpentiers, on a des menuisiers, on a des ébénistes, on a des tailleurs de pierre, on a des maçons. Il faut bâtir les bâtiments et pour installer les personnes. Pourquoi Bourail et pourquoi pas La Foix, Moindou Le rapport de la mission exploratoire qui a été diligentée par le gouverneur Guillain est particulièrement élogieux vis-à-vis de la région de Bourail, tant au niveau agricole que pastoral. Je crois qu'il passe à peu près un mois ici, entre juin et juillet 1867. Donc dans la mission, si mes souvenirs sont bons, il y a un ingénieur agricole, il y a quelqu'un des ponts et chaussées, et puis vous avez un agent de colonisation, comme on dit à l'époque. Et ces personnes vont donc explorer toute la région de Bourail. Et lorsqu'ils voient l'étendue des plaines, lorsqu'ils voient l'abondance du réseau hydrographique, lorsqu'ils voient, par exemple, quelque chose qui aujourd'hui nous échappe, mais qui a son importance dans l'agriculture, par exemple la chaîne de Nessadiou et puis la chaîne de Guaro, Oui. forment comme des remparts, comme des rideaux vis-à-vis des embruns venus de la mer. Et donc ça permet aussi de ne pas désavantager l'agriculture. Et donc lorsque vous faites la somme de tout ça, la fertilité des sols, l'eau en abondance, etc., eh bien, vous avez un lieu extrêmement propice à l'implantation humaine et puis surtout au développement agricole et pastoral. Il y avait des hommes, mais aussi des femmes, Olivier Houdan? Alors parmi les transportés, Oui. oui, il y avait quasiment la très grande majorité des personnes qui viennent en Calédonie, des condamnés, sont sont majoritairement des hommes. Et puis on va solliciter, entre guillemets, certaines femmes emprisonnées en France de venir s'installer en Nouvelle-Calédonie, de venir soit terminer de purger leur peine en Calédonie, parce que dans l'esprit de l'époque, chacun de ces transportés, de ces condamnés, sera assujetti à ce qu'on appelle la double peine.
La double peine. La double peine, c'est-à-dire qu'en plus de la peine aux travaux forcés, eh bien, les gens devaient obligatoirement rester dans la colonie le même nombre d'années qu'ils avaient été condamnés. Et l'idée, c'était de faire de ces transportés, de ces condamnés, autant de souches de colonisation, de familles, si possible, la plus nombreuse possible, pour peupler la colonie naissante. Et donc ces femmes que l'on fait venir, des prisonnières que l'on fait venir de France, eh bien, elles vont aussi participer à cet effort. Combien de temps ça a duré, Olivier Houdon, cette période? Alors, si on se base sur l'arrivée des navires qui transportent les condamnés, donc le premier c'est en 1864, Oui. et le dernier, le 75e, c'est en 1897. Et à la fin des peines des transportés, où se sont installées ces personnes, Olivier? Dans quelle région? Lorsque les condamnés ont terminé de purger leur peine, on les invite fortement à s'installer dans 4 centres pénitentiaires. On retrouve aussi dans certains documents d'époque le terme de ferme pénitentiaire. Donc l'idée, elle est bien là, c'est-à-dire que l'expiation du déviant, celui qui a été condamné en France, à purger une peine de travaux forcés en Nouvelle-Calédonie, l'idée c'est aussi de redresser moralement le condamné par le travail à la terre. Donc l'insertion avec le travail de la terre. Voilà, une forme de rédemption par le travail de la terre. Et donc, dans la perspective de la libération de ces condamnés après leur peine, l'administration pénitentiaire à l'époque, qui est toute puissante, eh bien, va décider à Bourail, à la fois à Pointe-Boute et puis dans la région de Ouégoa-Bondé, d'installer des centres pénitentiaires pour accueillir ces condamnés en différents points de la Grande Terre. Et il y a aussi l'arrivée de nombreux Algériens. Combien étaient-ils? Alors ils étaient au total 2041 précisément. On doit ce chiffre exact et puis la liste de ces condamnés au très gros travail qu'a mené M. Louis-José Barbanson sur la communauté maghrébine, arabe de Nouvelle-Calédonie, comme on les appelle, dans le cadre de l'exposition Calédoune à partir de 2011, avec donc les 2 commissaires de l'exposition étaient messieurs Sand et Barbanson. Donc ils ont mené un gros travail de recherche pour asseoir à la fois toute la thématique de l'exposition, mais aussi nourrir le livre de l'exposition qui n'allait pas manquer d'être publié à cette occasion. Et donc on a 2041 transportés et déportés arabes qui sont venus en Nouvelle-Calédonie, là aussi pour purger leur peine. Ils sont venus d'Algérie, de quelle région d'Algérie? Alors, beaucoup étaient originaires d'Algérie, on a certains Tunisiens, des Marocains, mais on a aussi des gens du Soudan et du Yémen. Donc quand on dit algérien, il faut voir vraiment comme la très grande région à la fois du Maghreb en majorité, mais aussi une partie du Machrek. Bourail, parlez-nous un peu de la géographie de Bourail. C'est une commune limitrophe avec 4 communes, Poya, Wailou, Kouawa et Moindou. Un véritable carrefour. Absolument. Bourail, alors vous savez, en Calédonie, l'histoire, elle a la fâcheuse tendance à séparer les hommes. Par contre, la géographie du pays ici à Bourail a tendance à les rapprocher, à les concentrer, à les rassembler. Et c'est un peu la mission, entre guillemets, de cette région de Bourail. Alors bien évidemment, tout le monde connaît la position de Bourail au centre du pays, entre la côte est et la côte ouest, entre le nord et le sud. C'est un carrefour routier depuis de très longues années. La route coloniale numéro 1 qui longeait la côte ouest, puis ensuite la RT1, sont là encore pour le prouver. Et donc cette centralité de Bourail, si j'ose dire, elle se retrouve aussi par exemple dans les distances kilométriques. Sachez que si on prend l'ensemble des communes de Calédonie et qu'on établit entre elles le kilométrage, eh bien on retrouve Bourail à la première place, puisque si on fait la moyenne de la commune la plus proche de Bourail et puis de la commune la plus éloignée, on obtient à peu près la moyenne de 153 km. Sachez que, par exemple, entre Yaté et Puebo, c'est 512 km et les communes les plus proches, c'est Farino-la-Foy, 9 km. Et donc Bourail est vraiment au centre du pays et ça se retrouve encore dans les distances kilométriques. Bourail, c'est aussi un patrimoine naturel. Quels sont les sites naturels, Olivier Houdon? Alors Bourail, c'est un patrimoine extrêmement riche, un environnement très important.
vu que les communes en Calédonie, en tout cas pour la Grande Terre, s'étendent de la ligne de la chaîne, donc de la ligne de partage des eaux, qui font la séparation entre côte est et côte ouest, et qui s'étendent jusque sur le littoral. Donc on a tous les étages de végétation et de milieux qui sont attachés au relief, donc de la chaîne, des collines, des plaines et puis du littoral. Et donc à chaque lieu, on a un écosystème bien particulier. Si on prend par exemple l'aspect marin de Bourail, la commune peut s'enorgueillir, comme Moindou et comme La Foix, de border la zone inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, qui a été classée en juillet 2008 pour tous les écosystèmes associés aux récifs et aux lagons. Et à ce titre-là, la commune a une très grande responsabilité puisque l'UNESCO estime que pour protéger ce bien inscrit, il y a des zones tampons marines qui encadrent la zone classée entre le nord et le sud, et puis toute la zone terrestre de la Grande Terre est également classée en zone tampon terrestre. Ça veut dire que, d'une certaine manière, la mer et le lagon à Bourail, mais aussi ailleurs en Calédonie, ça commence dans la chaîne, ça commence au centre du village de Bourail, ça commence dans la traversée de la RT1, etc. Donc une goutte d'eau ou quelque chose qui coule à Poté, qui coule à Boguène, etc., se retrouve immanquablement à la mer. Donc tout ça, ça implique une très grande responsabilité de la part des bourraillers en général, pour que ce bien inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, eh bien, il reste à la fois notre fierté et puis aussi notre responsabilité. Mais vous avez aussi sur la zone de Deva, vous avez dans certains milieux, etc., des plantes endémiques, des espèces d'escargots, de geckos, de lézards endémiques à la région de Bourail, qui donnent un patrimoine environnemental exceptionnel. C'est important de préserver ce patrimoine, Olivier Houdon ? Bien évidemment, c'est important parce que sans l'environnement, sans les paysages en Calédonie, sans la biodiversité, à chaque fois qu'on perd de ça, on perd aussi quelque part de l'identité calédonienne, de l'identité du pays. Un pays, c'est d'abord son environnement naturel, hein. Et chaque impact sur l'environnement naturel, c'est un peu de notre patrimoine, de ce que l'on est en tant que communauté, que collectivité humaine qui part. Bourail, pour vous, votre définition, Olivier Houdon, Bourail ? Une définition de Bourail ? Oui. Waouh, là vous me posez une colle, il y en a tellement. Non, je plaisante. Une définition de Bourail, c'est des populations attachantes, beaucoup de souffrances dans le passé, une terre accueillante, et puis un état d'esprit. Hein, à Bourail, quand vous allez en brousse de toute façon, c'est-à-dire la brousse, quand vous franchissez le pont de la Tontouta, d'une certaine manière, vous rentrez en brousse. Bourail a quelque chose vraiment de très particulier à défendre et à protéger. Voilà. C'est quoi en particulier De quoi en particulier ? Une identité particulièrement forte et attachante. Et cette identité, pardon ? L'identité, c'est les hommes qui la font. Hein. C'est les populations qui la font et c'est le mélange de ces populations. C'est ce singulier pluriel, si j'ose dire, cette alliance entre le peuplement original de notre pays et puis le peuple originel. 30 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, la paix, elle est encore là sur Bourail, Olivier ? Vous parlez à propos des événements ? Oui. Les choses sont apaisées, mais on ne doit jamais cesser de nourrir la paix. Hein, parce que la paix, c'est quelque chose qui se cultive, qui se nourrit, qui se protège aussi d'une certaine manière des affres et des vicissitudes de la vie de tous les jours. La paix, ça se construit tous les jours, ça se construit à l'école, ça se construit dans une poignée de main, dans un sourire, ça se construit dans des paroles échangées, dans des repas en commun. Tout ça, ce sont des graines de paix, hein, qu'il appartient à chacun de faire germer. Merci beaucoup Olivier Houdon. Je rappelle que vous êtes enseignant en histoire-géographie au collège Diette à Bourail. Merci d'être venu. Je vous remercie et puis bonne journée à tous et bonne foire à tout le monde. Merci. Ce n'est pas encore fini. On se retrouve dans quelques minutes avec de nombreux invités, avec toujours comme thème l'histoire de Bourail. À tout à l'heure. Le symbole est fort. Sous la case d'Azareux, les 6 tribus du district de Ny, aux côtés des autres communautés qui composent Bourail, à quelques pas des 2 drapeaux. Tous sont venus célébrer la nouvelle igname. Le précieux Koumankou comprenait l'igname mauve. Et pour ce rituel coutumier, le district de Ny
attablé sur l'unité. On approche bientôt les accords. Il faut qu'il y ait l'unité. Voilà. Il faut qu'il y ait l'unité parce qu'on ne sait pas comment le devenir à nous, il va tourner demain. Dans le four traditionnel, la nouvelle igname, une tortue, des mets symboliques qui seront accompagnés de roussettes et de notou. Tout sera servi à midi avec le mie goreng indonésien et le couscous. C'est important pour notre communauté, parce qu'on est une communauté historique sur la commune de Bourail. C'est là aussi où on est le plus nombreux. Et donc pour nous, l'invitation du district de Nîmes pour participer à cette fête, c'est vraiment à travers l'igname, c'est comment on va rassembler toutes les communautés vivant sur la commune de Bourail. Ce qu'on mange, c'est pareil. Comme on fait à peu près les mêmes recettes, les mêmes cuisines à base de coco, de bananes, de taro, d'igname. L'igname comme outil d'unité. Après les rites coutumiers, l'heure est aux agapes. Un moment d'échange en dégustant des spécialités bien de chez nous. Aujourd'hui à Bourail, Wallisiens, Indonésiens, Kanaks et Arabes étaient tous de la même tribu, celle d'Azareux. Voici la 5e et dernière pièce du festin du jour. Un repas de fête pour les 50 ans de l'Association des Arabes et Amis des Arabes de Nouvelle-Calédonie. Pour l'occasion, 5 moutons ont été préparés de manière halal dans le respect de la tradition. Nous, on fait les méchouis, 5 méchouis. Donc on les a préparés, tués à la coutume, parce qu'il faut faire une coutume arabe. On a une coutume, respect des sadakas et tout. Donc aujourd'hui, on est là depuis 4h30 ce matin, on a allumé le feu pour la braise. Et à 6h30, on a mis les moutons sur les broches. Et là, ils ont été cuits à 11h. Canton d'Histoire témoigne ici d'un long parcours mettant à l'honneur les figures caléniennes, descendants des premiers Arabes déportés en Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle. Aujourd'hui, on estime entre 4 et 5 000 le nombre de leurs descendants dans le pays. Ça fait plaisir de voir beaucoup de monde et c'est pour représenter tous les Arabes et de Bourail. C'est ma copine qui est arabe et du coup, voilà. J'étais juste venue pour profiter et quand j'ai vu qu'il manquait du coup de main, je suis venue aider. Un demi-siècle que l'association des Arabes et Amis des Arabes honore la mémoire de ses aïeuls en vivant ce fameux destin commun inscrit dans l'accord de Nouméa et notamment dans l'ère coutumière kanak Aïdjouaro où se sont installés les premiers maghrébins. À l'époque, c'était moi le premier président de l'ère qui avait amené l'association des Arabes à Paris et en Algérie. Alors, je souhaite longue vie à cette association dans laquelle je fais partie parce qu'ils sont dans l'ère Aïdjouaro. Au cours de cette journée festive, les sadakas, les coutumes et traditions ont été respectées. Pour les 300 convives prévus, le repas a été un franc succès. Charge aux générations futures de perpétuer cet esprit de famille. En direct de Bourail, c'est aujourd'hui et jusqu'à demain la 43e édition de la foire de Bourail. Et depuis 9h, nous parlons de l'histoire de cette commune. Carrefour et lieu de passage pour ceux qui montent dans le Grand Nord. Juste avant d'entrer au village, il y a le musée. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? Quelle est l'histoire de ce bâtiment devenu aujourd'hui patrimoine de notre histoire ? Élément de réponse avec Yves Rieux, fondateur de ce musée. Nous partirons du côté de Poté, juste avant le col de la Roussette, à la rencontre du petit chef de cette tribu, Raymond Haï. Il nous parlera de sa tribu, mais pas seulement. Merci à vous de nous rejoindre sur la première. Merci. Yves Rieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du musée de Bourail. Merci d'avoir accepté notre invitation. Raymond Haï, bonjour. Bonjour. Vous êtes le petit chef de la tribu de Poté. Tout à fait. Merci à vous d'être là avec nous. Yves Rieux, pourquoi cette idée de faire un musée ? L'idée, je crois qu'elle venait déjà du fait qu'on était un petit noyau fan d'histoire locale. Voilà, les choses ont brillé un petit peu dans ce sens-là. Et il y a eu le maire de Bourail qui était à l'époque M. Haïfa, qui était également partant pour faire un musée. Donc lui,
On a eu besoin de lui, il a eu besoin de nous au niveau associatif. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un petit peu le distinguo entre la mairie et l'association. La mairie a fait le nécessaire pour avoir des investissements, enfin du moins des subventions nationales. Oui. Et dans les ministères des Finances, etc. Donc avec le maire qui s'est investi là-dedans. Et la rénovation du bâtiment a été l'affaire de la mairie de Bourail. Après, en ce qui concerne l'association, eh bien, notre mission, c'était de chercher un peu des archives, autant que possible. Sur Bourail, c'est très difficile parce que ça a été un pays d'inondation en particulier. Oui. Et donc, il a fallu chercher un petit peu en métropole au gré de congés administratifs. Et puis, il a fallu voir dans la population les gens qui voulaient bien faire des prêts ou des dons pour le musée. Donc notre mission, ça a été de faire l'agencement du musée. Et puis surtout par la suite, le faire vivre, c'est-à-dire des animations, beaucoup d'animations, d'expositions, etc. Donc en ce qui me concerne personnellement, ça a duré une bonne douzaine d'années. Et qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur de ce musée Ivrieux? Alors à l'intérieur du musée, il y a quelques pièces maîtresses. Je vais commencer par la guillotine, c'est un petit peu dramatique, mais en même temps, c'est une pièce historique et qui aurait dû repartir en métropole. Monsieur Badinter, le garde des Sceaux à l'époque, avait demandé à la récupérer et nous avons fait front, aussi bien au niveau de l'association et surtout au niveau des politiciens locaux qui ont, j'ai envie de dire pour une fois, étaient tous d'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve d'autre, Ivrieux? Alors, il y a une petite fierté que j'ai aussi, c'est que nous avons pu faire de son vivant une stèle, une représentation de Monsieur Tayeb, qui était donc forgeron à Nessadiou, et dans une pierre locale de Néméara. Et ce jour-là, pour l'inauguration, j'ai vu une petite larme couler de la part de Monsieur Tayeb de Nessadiou. Et ça m'a beaucoup touché. Donc après, il y a quand même, si vous voulez, c'est un musée de la colonisation et c'était pas le tout de faire que des choses pour des Européens qui ont finalement, avec l'administration pénitentiaire, édifié le village. Donc on a mis aussi ce qu'il fallait au niveau mélanésien. Qu'est-ce qu'on y trouve au niveau mélanésien, Raymond Haï? Alors, au niveau mélanésien, il faut savoir qu'il y avait une grande chefferie, justement à Poté, dans ma tribu. La grande chefferie, ça date de M. Bouquet, Vincent. Et on a récupéré quelques chambranles. C'est bien ça, Yves. Quelques chambranles. Et puis, il y a dans les endroits comme Daoui, ils ont retrouvé des pétroglyphes. Ils ont ramené. Et je crois qu'il y est toujours ce... Ah oui, 80. Ces pétroglyphes, ils se trouvaient où? À Daoui. À Daoui. À Daoui, côté nord de Bourail. Côté nord de Bourail. Ouais. Est-ce que c'était important pour vous de... Oui. Est-ce que c'était important pour vous d'intégrer ces éléments mélanésiens dans ce musée Ivrieux? Tout à fait, puisque, bon, si vous voulez... la démarche du maire aussi, je l'ai compris un petit peu plus tard, puisque nous, des fans de musées d'histoire locale, on faisait un petit peu, on avait un petit peu l'impression de faire un peu cavalier seul. Mais indépendamment de tout ça, au niveau de la politique, Monsieur Haïfa était aussi en accord avec M. Tchibaou pour faire reconnaître que c'était nécessaire de faire un musée
non pas seulement, qui n'existaient pas seulement que des Mélanésiens en Calédonie, mais qui avaient tout un tas d'ethnies, et donc des Européens aussi qui avaient construit le village moderne, si vous voulez, de Bourail. Voilà. Et il y a aussi le village européen, Ivrieux. Oui, ben, ce village européen, c'est 1867, oui, avec l'administration pénitentiaire qui est venue sur place pour faire une ferme pénitentiaire. C'était le mot qui convenait à l'époque. Ferme pénitentiaire. Oui, c'est-à-dire que les gens sortaient du bagne, après avoir fait plusieurs classes. À partir de la 5e, après ça a été annulé, c'est parti à partir de la 4e classe jusqu'à la première. Et les gens qui étaient méritants, si vous voulez, bien, avaient le droit d'avoir une parcelle libérée et avoir un lot de terrain de concession de terre, ce qui fait qu'on les Dans quelle région de Bourail? Toutes les vallées, si vous voulez. Hein. Ici, à Téné, Boguène, La Pouéo. Oui, voilà. Et donc, c'était des gens qu'on appelait automatiquement les concessionnaires. Et eh bien, vous avez maintenant pas mal de ces descendants qui sont encore là aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, oui. À Bourail, on parle le Handje et le Oroé. Bon, justement, Ludie, au collège de Bourail, je suis prof de lettres-histoire. Oui. Et il y a la culture kanak et la langue Handje. La langue Handje qui est parlée à Wailou. Mais c'est reconnu, la langue Handje comme les autres langues, le Négoné, le Djéou et le Pati. Des langues qui sont optionnelles. Optionnelles. Donc ici, on parle quelle langue? Oroé. Oroé. Mais je dirais qu'il y a 4 langues. Oui. Le Oroé qui est parlé dans le Piémont, chez nous, à Poté, Ni. Oui. Et vers Bourail, c'est le Nékou. Le Nékou et le Nékou, le Hara, et le Harin. Et une langue morte, c'est le chicha qui est parlé au bord de mer. Le chicha. Voilà, c'est la langue de l'eau. Hein, oui. Chez eux, ils disent Nera, la langue. Est-ce que vous comprenez avec ceux de Wailou, de Poya? Quelques mots, oui. Quelques mots voilà, qui viennent. Oui. Mais que veut dire Bourail, Raymond Haï? Alors, Bourail, si je partage en deux les syllabes, Bou. Bou, c'est le nerf. Bou, c'est la queue. Bou, on va dire, c'est le sexe. Rai, lézard en Handje. La queue du lézard, le nerf du lézard, voilà. C'est cette force du lézard. Pourquoi le lézard? C'est un totem? Alors, il y a une histoire. J'ai reçu, ce sont les écrits de M. Maurice Lénard. Et d'ailleurs, Bordas, et ça m'échappe, ces anciens qui sont venus, et ils ont écrit. Puisque c'était à l'oralité, on parlait oralement, on transmettait ces contes, ces légendes de manière orale. Oui. Et heureusement, il y a ces missionnaires qui sont venus, puis ils ont écrit. Et même ces anciens concessionnaires qui ont écrit cette langue. Alors, le lézard parlerait du lézard de Boyawe. Semblerait l'histoire, je vous raconte rapidement, c'est le chef de Koné. Alors, un jour, il a décidé de placer des pièges tout le long. C'est leur façon de chasser autrefois. Ils avaient des pièges. Et lui, il a dépassé en quelque sorte la limite. Il est allé jusqu'à Andiaro, ici, en venant de Koné. Et c'est là, à un moment donné, quand il a trouvé le dernier piège à Boyawe, c'est là que, à l'intérieur du piège, il y avait un lézard. Et quand il a voulu prendre le lézard, puisqu'il y a des rats, voilà, des bêtes d'autrefois qu'ils utilisaient pour... Et le rat sautait à son cou, s'est fixé à son cou, et il est resté attaché à son cou. Et au lieu de venir vers Poyanga, c'est la Roche Percée, là où habite M. Rieux, lui, il est monté vers le nord, il a fait le nord. Et il a été demandé du secours à toutes les chefferies du nord. Le nord, il a fait le tour de la Calédonie, passé par Doubia Capone, lézard, en quelque sorte. Lézard. Et arrivé ici à Bourail, c'est le grand chef Venaoui, le chef de Poyanga, la Roche Percée. Mais écoute mon gars, tu as fait le tour. Au lieu de venir ici, je vais préparer quelque chose, la portion pour te délivrer. Et c'est comme ça qu'il a été délivré. Et on a appelé cet endroit Bourail, à cause du lézard. Donc prononciation kanak, Bourail. Bourail. RH, le rail. Là. Oui. Raymond Haï, vous êtes le petit chef de la tribu de Poté. Poté qu'on appelle aussi Petit Lifou. Petit Lifou. Pourquoi Petit Lifou? C'est l'impact des missionnaires et de l'enseignement aussi.
Parce qu'avant, les premiers qui sont venus, ce sont des instituts venus des îles, à cause vraiment des écoles anglaises et de la mission anglaise. Et à Poté s'est installé ce premier monsieur du clan Wamechua, qui s'appelle Mosé. Donc il est le premier institut à Poté. C'est la raison pour le Wamechua. Et il y a ses descendants, dans la tribu encore, ils sont originaires de Lifou, quoi. Ouais. Est-ce que ces liens sont encore gardés aujourd'hui? Oui, ils sont gardés, oui. On arrive à la fin de cette émission. Raymond Haï, Ivrieux. Bourail, ce n'est pas seulement la foi, c'est quoi d'autre, Raymond Haï? La croisée des chemins, c'est là qu'on apprend de l'autre, comme disait Yves, en ce qui concerne l'histoire du bagne, mais également au niveau dans le monde kanak. Eh bien, Bourail a son histoire aussi, les échanges. Et il y a des endroits où, eh bien, il y a les routes maintenant, mais ils se rencontraient il y a des chemins coutumiers où les gens du Nord se rencontraient avec les gens du Sud. Et c'était le partage, l'échange. Comme on dit chez nous ici, pire. Merci beaucoup Raymond. Ivrieux? Oui, eh bien, moi je dirais que Bourail, géographiquement, c'est un endroit très bien situé. Bien situé, oui. J'y suis venu à l'école quand j'avais une dizaine d'années. Finalement, eh bien, voilà, ça fait 50 ans que je suis à Bourail. Alors, à vous en tirer les conclusions que vous voulez. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission spéciale Bourail. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes. Nous parlerons en cuisine avec quelques mamans du coin. Saucisson de cerf, tarte à l'igname au chocolat ou encore flan au corosol. Voilà, seront au menu de l'émission Cuisine. Restez branchés sur la première. Merci à tous les deux. Merci Luigi. Bonjour à tous et bienvenue à Bourail. C'est bientôt l'heure de passer à table et ça tombe bien. Je suis entouré de 4 mamans de la région qui ont apporté quelques recettes avec elles de Bourail, juste pour vous donner l'appétit. À la carte ce midi, salade de squash, saucisson de cerf, gratin de pommes de terre ou de squash ou encore tarte à l'igname au chocolat. Bref, que du local. Sur le plateau, Myriam Palois, Suzanne Mazurier, Roxane Hugeot et Annick Richard. Bonjour à toutes les 4. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Oui. Vous êtes toutes les 4 habitantes de Bourail. Merci d'être là pour nous partager vos recettes. Avant d'aller plus loin, on retrouve tout de suite Delia qui est en direct sur le champ de foire. Bonjour Delia. 43e édition de la foire de Bourail en direct de l'hippodrome de Téné, Delia sur la première. Bonjour Luigi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le soleil en effet est au rendez-vous et pas mal de monde aussi du côté de la foire. Et un premier invité aujourd'hui, c'est Gérard qui est cuistot et patron du Fin Gourmet. Bonjour Gérard. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien et vous? Ça va bien, ça va, oui, on est en plein dedans mais ça va. Chaudement, et il y a beaucoup de travail je crois. Il y a beaucoup de travail, il faut être prêt à 11h moins le quart pour monter les buffets et recevoir la foule. Alors pour vous Gérard, c'est pas la première fois la foire de Bourail, c'est un petit peu quelque chose qui est facile maintenant ou pas? C'est facile maintenant, on faisait ça dans l'ancien bâtiment les yeux fermés, ça a été un petit peu plus compliqué de mettre les choses en place, il a fallu redessiner la salle, préparer, c'est complètement différent, mais avec tellement de plaisir cette année de travailler dans des bâtiments tout propres, tout fonctionnels, c'est vraiment autre chose, on est dans un Sheraton de Téné presque. Non, c'est vrai. C'est la nouveauté, en effet, vous avez changé d'endroit. Avant, vous étiez près de la Tour Eiffel et là, vous vous êtes déplacé un petit peu. Oui, on est en plein centre du champ de foire, mais c'est avec beaucoup de plaisir. Je dis ça avec fierté parce qu'on en avait besoin. Pourquoi vous avez décidé de changer? C'est vous ou c'est... Non, c'était devenu insalubre. On travaillait dans des conditions qui étaient quand même assez vétustes. Les bâtiments, il n'y avait pas de chambre froide, il n'y avait pas de pièces de refroidissement pour les plats qu'on monte. C'était devenu hors norme, hein, on va le dire comme ça.
Et maintenant, tout est aux normes pour proposer le meilleur aux gens. Complètement. Surtout de propreté. C'est ce qu'on recherche tous maintenant, hein, de travailler dans des endroits comme ça, c'est l'idéal pour nous. Alors vous m'avez dit hors antenne que c'est pas la première fois donc, que vous faites cette foire de Bourail. Vous avez participé déjà depuis la 2e, c'est bien ça? C'est ça, j'ai fait la 2e fois et puis j'en ai guère loupé après. J'ai dû en louper peut-être une dizaine, c'est tout. Et alors comment on fait chaque année pour se renouveler? Ah ben on voit d'abord ce que les clients apprécient et ce qu'ils n'apprécient pas. Les premières foires que j'ai fait, on servait à l'assiette. Il y avait une queue pas possible, alors on faisait des entrecôtes, il y en avait qui les renvoyaient parce qu'elles n'étaient pas assez cuites, trop cuites, hein, et ça prenait un temps fou. Là maintenant, depuis quelques 15 ans, je pense, on fait des buffets avec plein de choses. Celui qui n'aime pas les rougailles de saucisse, il mange du gigot d'agneau, il n'aime pas le gigot d'agneau, il a du petit cochon bougna, il y a un choix de 8 plats chauds. Et plein d'entrées froides pareil, des crevettes, de la salade de poulpe aujourd'hui, de cerf, de thon, il y a du jambon cru, il y a des terrines maison, il y a plein de choses pour en tous les cas trouver son bonheur dans le buffet. Et niveau dessert, alors il y aura quoi? Ah ben le dessert, je ne sais même pas si c'est important ça. Il y a des petites tartes aux pommes, il y a des petites tartes au chocolat. Et il y a, c'est des petits desserts comme ça. C'est beaucoup plus simple du côté du rayon du dessert. Comment on fait pour s'organiser pour un tel événement? Ah, ça c'est un peu la routine ça. Ça c'est facile, les doigts dans le nez alors. Oui, à quelque chose près, oui, c'est vrai. C'est ça. Et comment dire, ceux que vous employez quand même beaucoup de monde pour cet événement? J'ai presque tous les employés du Fin Gourmet qui sont là. Le cuistot, l'aide cuisine, il y a des gens de la boucherie, il y a des gens là. J'ai tous mes petits-enfants. Je vais dire aujourd'hui que s'ils n'étaient pas là, je pense qu'il y a déjà quelques années que j'aurais arrêté la foire. Parce que c'est énorme en préparation, c'est énorme d'être soutenu et d'être aidé comme ça. Et puis j'ai, je pense, une quinzaine de jeunes qui sont embauchés aussi pour travailler avec beaucoup de plaisir. Ils viennent d'ailleurs. Hein. Tous les ans, je retrouve des anciens, j'en ai là. Et puis avec, ça marche bien aussi. La foire de Bourail, ça représente quoi pour vous? La foire de Bourail, je le disais ce matin à un confrère, la foire de Bourail, moi j'aimerais la voir revenir dans les années où elle était florissante, il y avait 50 000 visiteurs. C'est la foire, c'est l'expression du travail des agriculteurs, des éleveurs. Ils ont l'occasion de montrer ce qu'on peut faire de mieux en qualité. Je disais ce matin, on a à côté la ferme de Madame Moulin, Monsieur Moulin. Tous les légumes viennent de chez eux, mais c'est beau, c'est propre, hein, c'est frais, c'est local en plus. La viande, c'est la même chose. On a des agneaux qui viennent de la station de Port-la-Guerre. On a des bœufs qui viennent de chez Monsieur Roy, qui ont été sélectionnés pour tout le mois d'août. C'est des bêtes extraordinaires, des bœufs qui ont fait 545 kilos. Il y en a encore 7 là-bas dans les pâtures qui vont passer à la boucherie dans les semaines qui vont venir. Mais c'est l'expression de la reconnaissance de tous ces gens qui travaillent un petit peu anonymement, mais ils ont l'occasion de faire valoir, de montrer ce qui est beau et ce qui est bon. Et il n'y a rien de mieux, je veux dire. Et on pourra venir goûter ça chez vous du coup, Gérard. Ah bah complètement, oui. Ah bah complètement. Merci beaucoup à vous et bon courage pour la suite. Merci. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Voilà Luigi, on se retrouve un peu plus tard avec une autre personne pour parler encore cuisine. Merci encore Delia. Oui, on vous retrouve dans une quinzaine de minutes. Grand merci. De retour avec nos invités. On passe à table avec vous quatre là. Myriam Palois, vous êtes habitante de Bourail et aussi cuisinière. C'est ça. En fait, je suis cuisinière, mais là je garde maintenant des enfants de la PUJ. Mais sinon, voilà, je suis cuisinière et j'ai travaillé aussi dans des tables d'hôtes. Et je peux vous proposer une rillette de poisson au tilapia. Donc on en reparlera. On fait un tour de table pour faire connaissance. Suzanne Mazurier, on vous connaît bien ici. Vous êtes un personnage. Moi, on me de connaît Bourail. trop. Ça me fait des gros soucis de me connaître de trop. Moi, j'ai un laboratoire de charcuterie. Oui. Donc, je vais tuer la bête. Je la dépaisse, je la transforme et je la vends. Ça, c'est mon truc à moi. Et mes recettes, je ne les donne pas trop aussi. Hein. Vous êtes polyvalente je suis polyvalente, Suzanne. Mais je préfère travailler toute seule, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. En face de vous, Suzanne, il y a
Roxane Hugeot, bonjour Roxane. Bonjour tout le monde. Vous tenez une entreprise d'hébergement pour employés. Oui, une entreprise d'hébergement pour employés. Je les nourris, je les loge. Et à côté de ça, j'ai un service de gamelle aussi, donc beaucoup de cuisine. Merci d'être là, Roxane. C'est gentil, merci. À vos côtés, Roxane, il y a Annick Richard. Vous êtes cuisinière chez Nanan Table d'Hôte. Oui. Et j'anime des ateliers cuisine à l'école l'Élise d'Eau où je suis institutrice. Vous êtes institutrice. Donc, on va parler cuisine aujourd'hui. D'habitude, je parle cuisine avec chef Fabrice Louillot, mais là, cette fois, spécial foire de Bourail, c'est avec vous quatre que nous allons cuisiner. On passe à table tout de suite, à midi, à la carte, en entrée. Myriam, qu'est-ce que vous proposez? Alors, une rillette de lapia. Une rillette de lapia. Voilà, c'est du poisson de rivière. Que vous allez pêcher vous-même. Voilà, on pêche et puis après on prépare le poisson, les oignons, de la mangue, de l'ail en épices. Après on le réserve au frigo et c'est mieux de le manger le lendemain. Après on toste des petits pains au four avec de l'ail, avec du persil, oui. On mange ça en accompagnement. Et le poisson, on le fait cuire comment ce poisson? On le fait bouillir avec un petit bouillon, les petits cubes là. Oui. Après on dépiote. Et après, les petits cubes, c'est les petits cubes or magie là, voilà. Ouais. Et après quand on mélange avec tout ça, les oignons, et on peut soit épicer ou laisser à son goût. Et combien de temps de après, cuisson, Myriam, pour le poisson? Pour le poisson, il faut 15 minutes. 15 minutes s'il est frais. 15 à 10 minutes, ça dépend de la grosseur du poisson aussi. Et puis après, vous le réservez au frais et puis vous le démoulez le lendemain et vous mangez en accompagnement du petit pain. Avec des petits pains toastés. C'est ça. Et j'ai la recette aussi à montrer aux téléspectateurs. Après, chacun a sa façon de faire et chacun son coup de main. Pour le poisson, donc oui. Détaillez-nous la recette. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? 800 g de chair de lapia, oui. 2 oignons secs, 4 têtes d'ail, 2 cuillères de ketchup, une mangue bien mûre, 250 ml d'huile, sel, poivre. Et après, vous avez la technique, vous faites cuire et puis vous mélangez, vous mettez au frais. Voilà. Merci beaucoup Myriam. Suzanne Mazurier, qu'est-ce que vous proposez en entrée? Moi, je vais parler des jarrets de cerf en gelée. Donc, il faut d'abord attraper le cerf, choisir son bon morceau dans le bas du genou, on va pas dire du genou, de la patte. Et on fait bouillir ça avec plein d'aromates. Après, on fait cuire je fais avec des pâtes de veau. Et quand tout ça c'est bien cuit, j'assaisonne bien et après je mets en gelée, c'est-à-dire que je moule et je mange avec des cornichons ou une salade verte, voilà. Et c'est bien bon, c'est une 4e gamme où rien ne se perd, quoi. Et cette bête, vous allez la chasser toute seule? Ah bien sûr, je vais à la chasse tout seul, moi j'ai besoin de personne. Donc, mais je ne prends pas n'importe quoi, un vieux mâle, je ne prends pas les jarrets, je regarde la consistance, la qualité. Et puis c'est ce qui fait une bonne gelée de pâte de cerf. Gelée de pâte de cerf, miam miam. Roxane Hugeot, vous, qu'est-ce que vous proposez en entrée? Moi, c'est un petit peu différent. Donc, au lieu de faire une entrée de semoule, comme on fait, vous savez, l'entrée semoule à la menthe, comment on appelle ça, Annick, le taboulé. Alors, moi, mon taboulé, je le fais au chou-fleur. Donc, je prends un chou-fleur frais, je le passe au robot. Et donc, qui vient du jardin du jardin, ouais. De préférence. Et vous le passez au robot et donc ça se réduit comme de la semoule de taboulé. Et là, vous le faites cuire et préalablement, vous faites cuire aussi des raisins. Et vous mettez dedans les raisins et vous assaisonnez. Et donc, ça donne une salade de chou-fleur qui a l'aspect d'un taboulé en fait. Voilà. Ouais. Et donc c'est très très bon et c'est un trempe-l'œil. C'est un trempe-l'œil aussi et ça fait pas grossir, c'est très bien. C'est bon pour la santé. Voilà. Annick, vous, qu'est-ce que vous proposez en entrée? Moi, j'ai du jambon de cerf en torchon pour l'apéro parce qu'ici on aime bien prendre un petit apéro avant de manger. Et après j'ai une salade de squash papaye verte aux crevettes.
Donc j'ai goûté il y a quelques années de ça chez C'est Mamie une salade, Fogliani. oui, j'allais dire, c'est une salade de chez Mamie de Fogliani. chez Mamie Fogliani. Et j'ai cherché longtemps comment elle avait fait sa salade de citrouille. Et j'ai enfin trouvé au bout de 3 ou 4 ans comment elle coupait ses citrouilles pour faire des rubans et tout et tout. Donc je lui ai jamais rien demandé, mais j'ai trouvé. Donc après j'ai amélioré avec au lieu de la citrouille, quand j'en ai pas, je fais à la squash. Et puis voilà. Donc le jambon de cerf, il faut choisir un morceau où il n'y a pas trop de nerfs. Donc dans le filet, c'est bien. Après, on le met 2 jours dans le sel. On l'égoutte bien. Et après, on le roule dans des épices. Dans le sel, dans le gros sel, hein? Oui, dans le gros sel. Donc on le laisse bien 2 jours, parce qu'après, si on le laisse trop longtemps, il est trop salé. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est pour faire un petit salé. Et ensuite, on le roule dans du paprika, dans de l'herbe de Provence, du thym, ce qu'on veut, hein, pour assaisonner, donner du goût. Et on le laisse dans le torchon 3-4 jours. Et après, vous coupez des fines tranches et puis vous faites l'apéro avec, quoi. Miam, miam. C'est excellent. Ben, j'en doute pas. Voilà un petit peu le menu, l'entrée pour cette première partie d'émission. Je vous propose qu'on marque une courte pause, pardon, et l'on revient juste après. Je m'appelle Albert Cazovimois. Je suis tribu de Ni à Bourail et j'ai 70 ans aujourd'hui. Je fais de l'igname des produits exceptionnels. Et on dit en langue adieu en oui, Kowelirai. Kowelirai, ça veut dire le vrai igname traditionnel. Voilà. Pour moi, c'est une culture qu'on fait en famille. Comme je suis président des chefs de clan, je vais essayer de dire au clan de perpétuer cette tradition, de planter l'igname et de transmettre aux enfants. Parce qu'on dit aussi qu'un Kanak qui n'a pas d'igname, c'est pas un Kanak. Même de temps en temps, je vais à Nouméa, mais moi je reviens toujours sur la tribu de Ni, sur Bourail, quoi, parce que j'aime Bourail. Ici, à Bourail, on parle du destin commun, mais ça fait longtemps qu'on est là, le destin commun. Même avec les Européens. Moi, quand je vais à Bourail, je n'ai pas de distinction. Je suis ami avec tout le monde. Oui. Depuis le commencement de la foire de Bourail, j'ai toujours exposé à la foire, quoi. J'aime la foire parce qu'il y a toujours des choses nouvelles. Tous les ans, je suis là. Je fais toujours des expositions d'igname, des produits ouvriers aussi. Celui-là, c'est on dit sang de roussette. Voilà, vous voyez. On dit sang de roussette, mais en langue de Wailou, on dit Worai Miou. Worai Miou, c'est sang de roussette. Celui-là, c'est l'igname serpent. Celui-là et les autres aussi. Bon, l'igname serpent, on dit, il y a serpent, il y a lézard, il y a anguille. Celui-là, c'est le vrai igname aussi. Cette année, j'ai planté 2000 pieds. Mais toutes sortes d'ignames, quoi. Il faudrait compter à peu près, parlant de 2 tonnes. 2 tonnes, ce qu'on a dans les maisons aujourd'hui. Bon, on essaye de vendre à la foire. Bon, il y a les coutumes et il y a les communs aussi qu'il faut qu'ils viennent demander, il faut manger. Je m'appelle Andrew Bonne, je suis président de la foire de Bourail et je suis producteur de pommes de terre, squash et maïs sur la commune de Bourail où j'habite. Je suis venu en 1995 pour faire une année sabbatique. Mais je suis resté, j'adore la Calédonie, les Calédoniens. C'est un beau pays, il faut dire, on vit bien ici. Moi, je me plais. Puis je vois mal, par exemple, retourner en Nouvelle-Zélande maintenant. Ça fait trop longtemps que je suis gâté par la Calédonie. Pour les années à venir, le plus gros défi qu'on aura en tant qu'agriculteur, c'est le changement climatique. Ça va commencer d'ici peu, je pense, à peser vraiment lourd sur nos possibilités de produire. Donc c'est vrai que c'est un sacré défi. Il va falloir qu'on s'adapte. Et en même temps, je pense qu'au niveau mondial, il va falloir
qu'on essaie vraiment de faire tout ce qu'on peut pour mitiger les effets du changement climatique. Donc ça fait la deuxième année que je suis effectivement président. C'est un peu bizarre qu'il y ait un Néo-Zélandais qui se retrouve président de la foire de Bourail. J'estime que c'est vraiment quelque chose pour un Calédonien à faire. Ceci dit, personne ne voulait faire face à ce défi, donc je n'allais pas laisser tomber la foire. En tant que président, ce que je veux apporter, c'est que les Bourraillais deviennent de plus en plus impliqués dans l'organisation de la foire et de remettre un petit peu aussi le côté fun au niveau de la foire parce que c'est quand même une fête. C'est une foire agricole, mais c'est la fête aussi. Et puis il faut que ça ressort. Direct du champ de foire, je suis accompagné de 4 mamans du coin qui sont venues nous livrer leurs recettes. On va parler bien du plat de résistance, mais avant d'aller plus loin, on retrouve tout de suite Delia qui est en direct du champ de foire. Bonjour, rebonjour Delia. 43e édition de la foire de Bourail, en direct de l'hippodrome de Téné, Delia sur la première. Rebonjour Luigi, alors oui, en promenade sur le stand, j'ai envie de dire, enfin sur les stands, pour vous trouver des invités. On parle cuisine aujourd'hui, alors je suis allée jusqu'au stand mélanésien cette fois-ci et je suis en compagnie de Rosina. Bonjour Rosina. Bonjour. Alors Rosina, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand? Alors on propose de la pâtisserie, des gâteaux, citrouille, patates douces, ananas, coco, bananes, des biscuits secs aussi que ma copine elle fait, meringues, bonbons coco, sablés aux amandes, cookies et même des cornes de gazelle. Bah dis donc, cornes de gazelle, c'est pas trop, c'est pas mélanésien en tout cas. Non, pas du tout. Le gâteau patate, ça le fait plus. Oui, voilà. Comment vous avez appris ça? C'est votre copine? Pour les gâteaux? Oui. Les cornes de gazelle. Ah, les cornes de gazelle, oui, c'est ma copine qui les fait. Et comme elle est au marché ce matin, ben voilà, on s'entraide, on partage. Ça représente quoi pour vous une foire, la foire de Bourail, cette foire? Eh bien, un bon moyen de se faire un peu plus de sous que d'habitude et de se faire connaître aussi, de rencontrer pas mal de gens, d'échanger. C'est intéressant dans ce sens-là aussi. Beaucoup de partage, de sourires. Vous voyez un petit peu toute la population du coup? Oui, voilà. Et du coup, après, on échange, on apprend à se connaître, on se donne rendez-vous, on prend des commandes. Commande de gâteaux. Eh, ça y est, c'est la fête, Luigi, à côté de Rosina, alors vous faites des gâteaux à la patate douce. Comment vous faites ça? C'est assez facile comme gâteau? Oui, c'est comme la citrouille, sauf qu'on rajoute un peu de lait. Comme la patate, elle est un peu plus épaisse. On adoucit encore un peu plus avec le lait. Ça fait genre clafoutis. Et ça, c'est bon, c'est pas trop sec? Non, c'est bon. C'est sucré et c'est doux. Les bonbons au coco, comment on fait? Alors là, on va demander à ma copine. C'est pas vous qui faites les bonbons au coco, vous savez pas? Non. Et alors, sur votre stand, pas de bougna par contre aussi? Pas de bougna. Vous faites pas ça, vous? Moi, je fais de la couture, de peinture sur tissu, des oreillers, des traversins, des tuniques, des sacs en tissu, maintenant que c'est plus autorisé les autres matières. Eh ben voilà, Rosina, elle fait de tout, elle est polyvalente, elle est polyvaillante, j'ai envie de dire. Alors si vous voulez goûter ces gâteaux, eh bien venez du côté du stand mélanésien et puis il y a pas mal d'autres choses. Donc vous pouvez trouver des gâteaux patates, des gâteaux citrouille, quoi d'autre? Bananes, patates douces, citrouille, coco. Et voilà, et plein d'autres choses. Et vous trouverez aussi le sourire, le grand sourire de Rosina. Et vous trouverez aussi des plantes et plein de belles choses du côté du stand, des stands mélanésiens. Voilà Luigi, on se retrouve pour une dernière petite intervention tout à l'heure avec un autre stand. Il n'y a pas de souci Delia, on vous attend avec une part de ce gâteau Delia.
On perd pas le nord, hein, Luigi. On vous retrouve d'ici une vingtaine de minutes. Grand merci, Delia. De retour avec nos invités, on a parlé déjà des plats d'entrée et on va parler plats résistance avec vous. Je vous représente toutes les quatre. Myriam Palois, Suzanne Mazurier, Roxane Hugeot et Annick Richard. Donc, en plat de résistance, Myriam, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je vous propose un petit salé qui est typique calédonien. Voilà. Alors, on peut faire avec du cerf ou du porc. Ouais. Après, nous, on aime le faire cuire au feu de bois. C'est mieux. Après, on change l'eau 2 fois au moins. Vous changez on le fait bouillir? On change l'eau du petit salé pour pas que ça soit non plus trop, pour le dessaler. Après, on fait avec des ignames, du manioc. On peut mettre des pommes de terre aussi ou des carottes. Et puis après, on fait une aioli aussi. Et puis c'est un plat calédonien, ça. Donc, si j'ai bien compris, le cerf, on le met dans la marmite, de l'eau, on le fait bouillir avec l'igname en même temps? Non, on fait séparément, parce que pour pas que l'eau elle absorbe tout le sel pour les dégorger. Et c'est très bon au feu de bois. Donc, on peut le faire aussi au four traditionnel, mais c'est bien meilleur au feu de bois. C'est vrai qu'avec le feu de bois, il y a du goût. Voilà, puis après, il y a ce petit goût fumé, là, quand on le mange, c'est très très bon. Donc pour le bouillon, 2 fois le bouillon. Oui. Et pour enlever, si vous voulez, la partie trop salée, c'est ça? C'est ça. D'accord. Suzanne, vous, qu'est-ce que vous proposez Moi, comme je suis dans le cerf, je vais faire du cerf, naturellement. Moi, je propose aujourd'hui, si on peut faire un roulé de cerf. Un roulé de cerf? C'est-à-dire, on tire l'épaule du cerf. Je me montre aussi parce qu'on ne sait pas où ça se trouve. Je dépolle ma biche. J'aime bien faire avec la biche parce que c'est pas fort en goût. Et puis après, je roule à l'envers. Donc la graisse à l'intérieur. La graisse à l'intérieur? Ouais. Et puis je mets plein d'arômes, du thym, de la coriandre fraîche. Je pense à mes beaux-fils qui n'aiment pas trop la coriandre. Mais j'agrémente le tout et après je la ficelle, donc je sers bien. Je mets de l'huile au feu de bois. J'aime bien faire la cuisine au feu de bois. Et puis je fais revenir, je tourne. Et à un moment donné, quand il me semble que c'est bien roussi de partout. Donc ça, c'est à l'œil, ça, hein? Ouais, c'est à l'œil. Et puis au goût aussi. Puis... Alors, je prends de l'ail. Je n'épluche pas l'ail, j'écrase l'ail avec la peau. L'ail. Je le mets dedans et je coupe des oignons en 4. Et je laisse fondre. Et ça cuit dans son jus. Quand c'est presque cuit, je mets du manioc curry à l'intérieur, qui est presque cuit. Et comme ça, il boit tout le jus de mon rôti roulé. Et on n'a plus qu'à manger après. Donc manioc curry presque cuit que vous rajoutez dans cette marmite. Voilà, presque à la fin. Presque à la fin. Et vous laissez combien de temps cuire avec le manioc et la viande? Je laisse bien 1 heure d'abord le rôti seul. Et au dernier moment, il faut bien compter un quart d'heure pour que le manioc qui finisse de cuire. Je le cuis d'abord un peu à l'eau, puis après je le finis dedans. D'accord. Et vous accompagnez ce plat avec quoi, Roxane? Avec le manioc curry. Avec le manioc curry, oui, c'est vrai. Et puis une salade verte. Ben oui. Merci beaucoup, Suzanne. Roxane, vous, qu'est-ce que vous proposez en plat de Suzanne, résistance? j'aimerais vraiment goûter ton roulé de cerf. Roulé de cerf. Ok, j'aimerais beaucoup parce que ça me tente bien. Aujourd'hui, moi, je vous propose des crevettes au miel sauce Kambava. Donc, crevettes d'ici, bien sûr. Donc, je prends des oignons que je coupe en petits carrés. Je fais revenir. Juste avant, je décortique mes crevettes et je fais cuire dans du beurre salé. Ensuite, je reviens sur mes oignons. Donc, et c'est ces crevettes sautées avec le beurre salé dans une poêle? Oui, sautées dans une poêle, tout à fait. Je laisse poser là. Je reviens sur mes oignons et là, je mets le miel. Ensuite, je coupe des feuilles de Kambava grossièrement dedans. Et effectivement, comme Suzanne dit, on fait ce petit geste-là pour sentir voilà, où on en est. Ensuite, je sens le Kambava, donc je mets ensuite ma crème fraîche et je mets mes crevettes dans mon plat. Alors, il n'est pas obligé de mettre de crème fraîche dans ce plat-là. Vous pouvez manger les crevettes au miel sauce Kambava sans crème fraîche.
Mais c'est toujours un petit peu optionnel, mieux. la crème Ouais, fraîche. voilà, ça c'est quand on C'est a toujours envie bon, la de. crème C'est fraîche, toujours hein. un peu mieux, oui. Accompagné de riz ou alors des frites. Pourquoi pas belges, des frites belges. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Et donc voilà, c'est des crevettes au miel sauce Kambava qui passent très très bien et au niveau de ma clientèle, ça plaît beaucoup. Et vous, merci beaucoup Roxane pour cette recette. Pour terminer, Annick, Ben moi, j'hésitais entre du poulet au curry avec de l'igname ou de la chouchoute ou qu'on puisse arranger en pensant à ma mère qui avait gagné un prix en 2011. oui. Mais comme on est dans le local, donc je vais proposer un hachis parmentier d'igname. Parce qu'en ce moment, ben, ils ont ramassé les ignames, il y a eu la récolte. Ouais, c'est la et puis récolte. c'est la pleine saison. Donc hachis parmentier, on peut le faire au poulet, on peut le faire au poisson, on peut le faire à la viande hachée, hein, comme on veut, ça dépend. La recette reste la même. Donc on fait revenir la viande avec des oignons, des herbes de Provence, de la tomate, du poivre, du sel, voilà, on assaisonne. Quand la viande est revenue, on s'occupe de l'igname. Donc on fait bouillir un peu d'eau parce que l'igname, quand on l'épluche, elle noircit un petit peu. Donc ça évite qu'elle noircisse trop vite. Donc au fur et à mesure où on coupe des lamelles, des rondelles d'igname, on les met dans l'eau chaude. L'igname mauve cuit très vite. Donc ça dépend de la sorte d'igname. Il y en a qui cuisent vite et il y en a qui restent un petit peu Le croquantes. mieux, c'est quoi pour ce. Moi j'aime pour bien cet l'igname hachis mauve parmentier parce qu'il y a la couleur en plus. Ouais, c'est vrai que c'est. Voilà. Et comme un hachis parmentier normal, on ne va pas laisser trop cuire l'igname dans l'eau chaude, c'est juste pour échauder, pour pas qu'elle noircisse trop. Et donc on met une couche d'igname, de la viande de poisson ou comme ce qu'on a préparé, une autre couche d'igname. Moi j'aime bien mettre de la crème fraîche, donc ceux qui tiennent la ligne, ils n'en mettent pas. Ouais, c'est vrai. Moi elle est cassée la ligne depuis longtemps, donc je rajoute un petit filet de crème fraîche. Un petit peu de sel, du poivre, du fromage, un peu de chapelure et on met au four. Quand c'est doré, il n'y a plus qu'à manger. J'ai déjà faim. J'ai faim moi aussi. On parlait de produits locaux, le squash aussi qui est un produit local ici à Bourail. Ouais, Si je vous mets un squash, Myriam, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme... On peut le farcir, Ouais. mettre de la viande hachée avec des oignons, avec tous les épices qu'on veut à l'intérieur, de la crème fraîche et on le met au four au bain-marie. Et voilà, c'est aussi à l'odeur, quand on voit que c'est cuit, on le pique aussi. Et c'est très bon ça aussi. Ça a un goût petit sucré là, super bon. Suzanne, vous, on vous met un squash, qu'est-ce que vous en faites de Alors ce moi, squash je vais faire une salade de squash avec du jambon de cerf fumé. Voilà. Alors j'ai plus ma squash, c'est ce qui est le plus délicat à éplucher. Après, je râpe fin. Je fais une bonne vinaigrette, je mets de l'ail, de l'oignon vert, du persil. Vous prenez pas mes recettes. Hein. Il se gonfle. Là, On va se le repasser en boucle Et puis, je mets un oignon et quand elle est bien relevée, je la mets au frigidaire. Et au dernier moment, je prends des tranches fines de jambon de cerf fumé au miel. Je fais des petits morceaux fin et je jette dedans. Après, si je peux, je garde une joue de squash et je la mets au milieu, puis je l'agrémente. Pour brièvement, Roxane. Alors moi, si j'avais une squash devant moi, eh bien, je ferais une béchamel de squash. Donc je la découpe, je la fais bouillir. Ensuite, je fais un roux. Je mets mon lait, ma crème fraîche. Donc je fais une béchamel. Et ensuite, je passe au mixeur la squash. Je passe au mixeur la squash et je mets dedans. Je mets beaucoup de fromage, c'est ça qui donne beaucoup le goût. Et ensuite, je mets au four. Et donc ça, par contre, ça serait un accompagnement qui irait très bien avec mon rôti. Voilà. Et pour terminer très rapidement... Alors, moi, je ferai Annie deux choses, parce que je suis gourmande. La salade de squash avec de la papaye verte et aux crevettes. Je garderai la peau parce que ça donne de la couleur. Donc bien laver la squash. Et avec l'épluche, on enlève les graines. Avec l'épluche légumes, faire des petites lamelles fines, justement. Râper la papaye verte et faire bouillir des crevettes, donc les couper en deux.
pour disposer dessus. Avec une petite vinaigrette au citron et avec de la menthe, c'est excellent. Et après, pour la gourmandise, je ferai un gâteau flan à la squash, au caramel et au lait de coco. Ouais, pour les desserts, on en revient juste après. Justement, voilà c'est la fin de cette deuxième partie d'émission consacrée au plat de résistance. On revient juste après. Merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure. Merci. Hello. Je m'appelle Geneviève Lahudan et je suis la présidente du marché de Bourail. Alors mon rôle consiste à rassembler toutes les tribus vers le village pour pouvoir venir vendre leurs produits. C'est vrai que la foire de Bourail, c'est l'événement de l'année pour tous les Calédoniens, mais le marché de Bourail est aussi un événement qui se passe tous les samedis matins, où on est au centre de la Calédonie. Alors c'est le passage pour tous les Calédoniens qui peuvent s'arrêter là sur Bourail et faire un petit tour dans notre marché pour venir voir ce qu'on a à vendre. Cette année, cette foire elle va être un peu plus spéciale parce qu'elle est sur 2 jours, en plus en période de vacances. Alors je pense que les familles vont se déplacer pour pouvoir voir la foire de Bourail, quoi. Le marché de Bourail sera présent à la foire de Bourail, dans la partie mélanésienne. C'est très important pour eux parce que c'est un moyen pour eux de pouvoir vendre un peu plus de produits et puis aussi de rencontrer d'autres personnes qui viennent du nord comme du sud, de l'ouest à l'ouest et des îles Loyauté. Nous, notre spécialité, c'est la rillette. Donc là, c'est de la rillette de porc cuite à l'ancienne. On fait aussi de la rillette de canard locale et rillette de cerf. Ah bah bien sûr, la foire de Bourail, on attend avec impatience. C'est une bonne foire, c'est une grosse foire, ça permet de rencontrer beaucoup de personnes, de se faire connaître et de vendre nos produits. Ça y est, on vient d'acheter les piments. Il y a les meilleurs piments ici avec des belles préparations. Et là, on a fait le plein de légumes, de piments. Donc on est à peu près prêt pour le barbecue de tout à l'heure. On habite à Avaux. Et quand on passe à Bourail, c'est l'arrêt obligatoire parce qu'il y a une bonne ambiance. Les mamies sont sympas. Et on trouve des beaux produits, donc on est content. Une année sur 2, on va aussi à la foire de Koumak, de temps en temps Bourail, de temps en temps Koumak. On s'est pas posé la question, mais comme cette année on reste sur le territoire, c'est possible qu'on y aille. Ouais. Alors mon message, ce serait que vous puissiez venir à la foire de Bourail, venir nous voir, visiter. Bon, bien sûr qu'on aura notre partie marché de Bourail dans la partie mélanésienne, mais il y a tout le centre, le centre qui sera sur le site. N'hésitez pas à venir nous voir, quoi. Debout avec le soleil, sur mon cheval je mets la selle. Je galope comme si j'avais des ailes. Tous les taureaux ont peur de mon lasso. Ah oui, vraiment, je suis un costaud. Quand je me barre à la pêche, c'est comme un bon coup de fête. Surtout, je n'oublie pas les topettes. Sur les cailloux, ou bien même dans la boue. Je m'en fous, je mets la scène n'importe où. I am a sweet car little boy and a long way from home. I'm a poor lonesome cowboy. Je suis un car little boy, un enfant du caillou. Moi je suis né à Messariou. On retrouve en direct sur le champ de foire. Elle promène sans micro au milieu des stands, au milieu du public. Delia, rebonjour Delia. Bonjour Luigi, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. En effet, je promène mon micro, comme tu le dis si bien. Je promène mon nez aussi parce que ça commence à sentir bon un petit peu partout. Et là, je suis venue tout près de vous, là où il y a un petit peu les stands aussi de nourriture, les snacks, les restaurants. Et là, on est avec Michael donc, qui fait partie de la restauration bouraillaise. Bonjour Michael. Bonjour. Alors Michael, toi, la foire de Bourail, c'est quoi? Ça a toujours été pour toi ou pas? Alors nous, ça fait déjà pas mal de temps qu'on y est sur la foire. En ce qui me concerne, c'est l'année dernière, j'ai commencé, j'ai fait la première et là c'est la deuxième cette année.
Ça s'est passé comment pour toi la première foire de Bourail? Alors très compliqué, surtout que je connaissais pas du tout l'entreprise, je venais juste de rentrer, donc pas les prix, pas les modes de fonctionnement, c'était assez compliqué. Beaucoup de monde, beaucoup, on avait 2 stands, donc c'était assez concentré et là on en a pris 3 pour essayer de répartir un peu mieux le public. Et vous avez fait aussi au niveau logistique, je veux dire, vous avez changé un petit peu pour que ce soit plus facile pour vous? Oui, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de s'adapter au mieux par rapport au public. Donc on a justement fait 3 stands pour pouvoir séparer. Donc un premier stand où on va faire tout ce qui est plat chaud, un deuxième stand où on va faire les panini, les hot dogs, et un troisième stand où c'est vraiment tout ce qui est frais. Donc les wraps, les sandwichs, les pains au lait, quelques desserts aussi. Alors vous, sur votre stand, qu'est-ce que vous proposez là aux gens? Alors nous, sur notre stand, on propose diverses salades, donc salade de poisson, salade de cerf, salade de troca, après des plus simples, salade de riz, salade de pommes de terre. Tout ce qui est froid aussi, donc des pains au lait, des wraps, des pains au lait, des wraps et des clubs sandwich et aussi des sandwichs, donc jambon, poulet et viande. Et tout ce qui est salade de cerf, salade de troca, salade de poulpe aussi, vous faites? On fait aussi les salades de poulpe, salade de cerf. Donc l'année dernière, on s'est fait avoir un peu parce qu'il n'y en avait vraiment pas assez. Cette année, on a doublé les quantités pour essayer de faire en sorte que tout le monde en ait. Ben voilà, avis au public, cette fois-ci, tout le monde sera servi. Exactement. C'est du cerf de Bourail? C'est du cerf de Bourail, exact. Et du cerf tout frais, hein? Oui, de préférence. Et là, du coup, ce sera plus facile pour vous, il y aura moins d'attente, il n'y a personne derrière, vous travaillez qu'à 2 alors? Voilà, dans le stand, on n'est que 2. Après, on voit s'il y a un peu trop de monde dans les autres stands, on essaye de passer un peu dans les autres pour faire attendre au moins les clients. C'est quoi le rush? C'est à partir de quelle heure? Alors c'est à partir de 10h30, 11h et jusqu'à au moins 13h30, 14h parfois. Vaut mieux venir en avance, commander sa salade, prendre sa salade, non? Il vaut mieux venir à partir de 9h, c'est bien. Ah oui, 9h quand même. Oui, comme ça après en plus elles sont fraîches, elles viennent juste d'arriver et puis au moins il n'y a pas du tout d'attente. Merci beaucoup Michael, on vous souhaite bon courage parce que là ça approche à grands pas, vous allez avoir le rush là alors. Oui, ça va pas tarder, on va commencer à se préparer. Merci beaucoup et bon courage. Merci bien, au revoir. Au revoir. Voilà Luigi, est-ce que je te ramène une petite salade de poulpe? Ah, Luigi? je veux bien une salade de poulpe s'il te plaît Delia. Ça serait bien. D'accord, C'est gentil. Je viens chercher les pièces avec toi, ok? Merci beaucoup Delia pour ces interventions. De retour, Athénée avec nos 4 invités, Myriam Palois, Suzanne Mazurier, Roxane Hugeot et Annick Richard. On parle pour terminer dessert. Alors, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. On attendait plus que ça, le dessert. Alors, dessert, moi je vous propose une tarte à l'igname chocolat. À l'igname chocolat? Oui, que j'ai appris en tribu. À Saramea, dans une grande table d'hôte chez les jumelles, qui est bien réputée aussi. Et c'est une tarte igname meringuée au chocolat. J'ai emmené aussi là pour goûter. Voilà. Et j'ai la recette. Meringuée au chocolat. On veut goûter là. Hein. Allez, on peut goûter là, Luigi. On peut goûter un peu là? Ah oui, une tarte à l'igname chocolat, ouais, on veut bien goûter, ouais. Vous avez des cuillères là-bas? Je goûte pour vous. Grosse bouche. Vas-y Annick. Très bon. Donc, alors, la préparation, il faut de l'igname blanche, des pommes lianes, du beurre, du sucre. Après, vous faites votre pâte brisée. Voilà, vous faites une pâte brisée, vous mettez. Faites d'abord cuire la pâte brisée 20 minutes avec une couleur blanche. Oui. Au four pendant 20 minutes. Voilà, au four, vous la retirez. Et après, vous préparez votre préparation sur le côté, l'igname bouilli, le chocolat, le beurre. Donc on fait bouillir en amont l'igname? C'est ça, oui, pour qu'elle soit molle comme une purée. Et puis qu'après, vous prenez le mixeur, vous mixez tout. Et avec les petites pommes lianes, ça donne un petit bout, croquant là. Ouais. On sent pas le goût. On sent pas l'igname, hein? Non. Non, pas du tout. Bon. Et après, Et puis après, vous mettez en fond et vous mettez au frais et vous faites votre petite meringue dessus. Et puis voilà. En tout cas, c'est très bon. Ah ouais. Suzanne, alors moi, qu'est-ce que vous j'avais proposez? deux recettes, mais je vais partir sur un flan au manioc. Flan au manioc. Fallait y penser, le flan au manioc. Hein? Ben oui. Alors, on se prend une petite barre de manioc, on râpe
De préférence manioc curry ou manioc non, blanc? on va prendre du blanc là. Ah, parce du que blanc, hein. l'œuf, il est blanc et on peut mettre du curry, ça ferait une jolie couleur aussi. Donc on râpe le manioc, on râpe le manioc, on mélange avec 8 œufs, 1 litre de lait et une boîte de condensé sucré qu'on trouve dans les boutiques là. Donc on mélange tout ça. On fait, on allume le four, on met comment on appelle ça? Un moule bain-marie. Pour cuire au bain-marie. Donc je mets mon moule, je perds mes mots, c'est parce que la Brisbane elle m'a appelé. Je mets ça au bain-marie et je fais cuire tout doucement. Il faut mettre à peu près à 120 degrés, mais ça cuit longtemps. Après on le démoule tout à la fin. Et alors c'est bien joli. Vous avez votre manioc qui est au fond et votre flan qui est dessus. Et c'est très goûteux et c'est très bon. On oublie aussi de mettre un peu de vanille locale. Oui. Voilà. Vous cultivez la vanille ici? Moi, je mets de la vanille. Oui. J'aime bien la vanille. J'aime bien aussi, ça relève bien. Et je fais ma vanille aussi, mais je la donne pas parce que j'en ai pas beaucoup. Méchante Suzanne. Ah non, non. Moi, je trouve que les mamans, il faudrait qu'ils fassent un peu plus de choses qu'ils pourraient faire. Parce que le pied de vanille, il pose tout seul. Et après, on n'a plus qu'à les marier, on a nos gousses. Roxane Hugeot, qu'est-ce que vous proposez en dessert? Alors moi en dessert, je vais vous proposer une panna cotta. Donc on a l'habitude dans les restaurants de manger des panna cotta à la crème fraîche. Oui. Moi ma panna cotta elle est au lait de coco, en fait à la crème de coco. Donc vous prenez Mauvais de la les crème de kilos. coco et non, vous ne prenez pas les boîtes de coco. Hein, il faut prendre les crèmes de coco qu'on trouve dans les berlingots. Voilà, sinon ça ne marche pas. Donc vous prenez ces berlingots-là, vous mettez dans la casserole un peu de sucre, un peu de gélatine dans de l'eau froide un petit peu juste avant. Et à côté de ça, je coupe des petits morceaux d'ananas que je fais un confit, je fais flamber au rhum, au whisky un petit peu, avec de la vanille aussi. Ah oui, vanille. Voilà. Donc au fond de mes verrines, je vais placer mes ananas confits, flambés. Ensuite, je mets ma gélatine dans mon lait de coco sucré. Je mets mon lait de coco, ma panna cotta sur mes petits morceaux d'ananas. Et ensuite, là, on laisse à peu près 2-3 heures au frigidaire. Et on peut garnir, mettre un peu de pomelienne aussi dessus pour avoir un peu de goût acidulé. Mais voilà, la panna cotta n'est pas à la crème fraîche, mais une panna cotta au lait de coco. Au lait de coco. Voilà, et à l'ananas confit. Voilà. Confit. En tout cas, ça donne envie. Hein. Je ne sais pas pour vous, Suzanne et Myriam. Mais... Moi, je pense que c'est très bon, mais si on part pour manger, il vaut mieux qu'on rentre chez soi. Annick, on termine avec vous le dessert? Oui, alors moi, j'avais le gâteau de citrouille ou squash ou le flan au corosol, mais en fin de compte, avec une recette, on peut faire les deux. Donc c'est à voir si on veut mettre du corosol, si on veut mettre de la squash, on met ce qu'on veut. On peut peut-être même mettre de l'igname ou j'en sais rien dedans. Hein. Donc la base, c'est la base du flan un peu gâteau. Donc on mettrait 4 à 5 œufs, ça dépend si ils sont gros. Un verre de farine, toujours les mêmes quantités, hein, un verre de farine, un verre de sucre et un verre d'eau et ou un demi-litre de lait. Ensuite, on sépare les jaunes des blancs. Avec les jaunes, on met le sucre, on met le lait, on mélange. On fait cuire soit ça squash ou le corosol, il faut bien le mixer parce que sinon, il y a des filaments, hein, des filasses un peu, c'est assez acide, hein, le corosol, mais c'est très bon. Et donc la squash, la faire cuire un petit peu parce que c'est dur. La citrouille, pareil. Et vous incorporez votre fruit. Et après, on met dans un plat. On met au four. Quand c'est doré, c'est cuit. Donc ça fait comme un gâteau flan. Gâteau flan. Ouais. Donc au fond, vous avez une couche, ce que vous avez mis. Après, vous avez le mélange avec la farine qui fait comme un gâteau, là. Et puis le flan par-dessus. Et c'est excellent. Donc moi, j'aime bien manger ça aussi avec un petit peu de chantilly. Mais voilà, je suis trop gourmande. Ça, c'est en plus. Hein. Voilà, c'est en plus. On est des gourmandes. En plus de ces recettes, pour terminer brièvement,
les achars, les recettes d'achars là. Alors moi j'ai à vous proposer achar de coco. Mhm. Alors il faut de la noix de coco râpée, du frais là. Après il faut de l'huile, il faut aussi du soyo ou du curry, des oignons que fait bien revenir et tout. Et ça aussi j'ai appris en tribu, parce qu'on avait appris avec la CCI tout ce qui était local. Et c'est bien parce que même moi j'aurais pas pensé à faire de l'achar de coco. Mais c'est vraiment... ça accompagne vraiment un plat voilà, avec de l'igname et tout. Avec mon roulet de cerf. Avec le rouleau de cerf, pas mauvais. Voilà, c'est la fin de cette émission. Grand merci à toutes les 4 d'être venues nous partager vos recettes, des recettes locales Bourail. Grand merci. Depuis la foire de Bourail, sous le Faré, avec nos 4 cuisinières de la région. Grand merci. Juste après le journal, de midi, rendez-vous en radio et en télé avec David jusqu'à 14h. David et ses invités comme Jean Haïfa, Patrick Roblin reviendront sur les retombées économique et sociale de la foire de Bourail. Merci à toute l'équipe qui m'ont permis de vous présenter cette émission et on se retrouve tout à l'heure en direct toujours sur ce champ de foire de Bourail. Grand merci à vous.